Bonjour à toutes et à tous, en direct là en ligne ou nos prochains et prochaines visionneurs et visionneuses en replay sur la chaîne du réseau Compost Citoyen Grand Est. Notre sujet aujourd'hui, ça va être d'aborder la prévention et la gestion de proximité des biodéchets comme une des solutions à mettre en œuvre pour répondre à l'obligation du tri à la source qui intervient après-demain quasiment, vu qu'elle sera effective à partir du 31 décembre 2023. Hop, je vous partage mon écran et c'est parti. Donc, je suis Elsa Distel, je suis coordinatrice du réseau Compost Citoyen Grand Est et je vous accueille aujourd'hui avec Morgane Kierou, qui est ma collègue comme coordinatrice au réseau. Le webinaire de ce matin a pour titre donc la PGProx pour répondre à la loi AGEC. On va décortiquer tous ces mots, ne vous inquiétez pas. Au programme, donc, nous aurons un état des lieux des biodéchets en Grand Est, puis les obligations, on parcourra quelles obligations pour les collectivités et autres à agir, les enjeux de la PGProx, les solutions possibles, et on fera un petit focus sur les ressources et celles que nous avons créées dans le cadre du réseau Compost Citoyen Grand Est avec nos partenaires des réseaux régionaux, mais aussi d'autres avec qui nous travaillons. Le temps d'échange est formalisé là dans votre programme tout à la fin, mais on peut faire on pourra échanger après chaque point. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat. Alors, je vous présente rapidement le réseau Compost Citoyen Grand Est. Actuellement, nous avons 79 en vrai adhérents. La région, vous la connaissez. Les adhérents sont à la fois des adhérents individuels, des collectivités ou des associations et entreprises de toutes formes. La vocation du réseau Compost Citoyen Grand Est est de rassembler les acteurs qui œuvrent dans une démarche de gestion ou de prévention des biodéchets à l'échelle du Grand Est. Le réseau Compost Citoyen Grand Est fait partie d'un réseau national, le réseau Compost Citoyen. On n'est pas très originaux dans nos noms et on collabore très étroitement avec les réseaux régionaux. On œuvre ensemble pour à la fois mutualiser nos savoirs, nos compétences et nos moyens financiers et techniques. On a deux grandes orientations. Le réseau national va plutôt avoir une action au niveau des instances nationales et du très grand public, et donc et accompagner les réseaux en construction ou construits dans leur consolidation. Et les réseaux régionaux vont, eux, s'attacher à créer des dynamiques territoriales. Pour information, quand vous adhérez au réseau Compost Citoyen Grand Est, comme pour les autres réseaux régionaux, vous adhérez au réseau national. Donc, vous bénéficiez de l'ensemble des Merci. productions et publications. Je suis en visio, mais j'ai pas de son. L'objectif de notre association est de promouvoir la réduction et la valorisation des biodéchets par le détournement, l'évitement et le compostage. Et on a laissé la porte ouverte à toute forme innovante de réduction et de valorisation des biodéchets. Et on a un deuxième objectif de rassembler, d'accompagner, de représenter les acteurs engagés dans ces démarches. Notre plan d'action, donc à part la mission de coordination qui est indispensable quand on travaille en réseau, il y a découpe en quatre axes. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans l'axe 2, donc d'animer les acteurs. Nous avons aussi des actions de communication pour le grand public et pour des publics ciblés, tels que l'écho du réseau, qui est un bulletin d'information papier envoyé aux élus. Vous avez également une chaîne YouTube en construction qui a pour vocation d'ouvrir notre propos à d'autres publics. On a une mission de professionnalisation des acteurs. On accompagne les organismes de formation chartés qui œuvrent sur notre territoire en faisant la promotion des formations qu'ils mettent en place et en essayant de les faire travailler ensemble. Et on a une mission d'observatoire parce que la prévention et la gestion de proximité
souffre du manque de chiffres consolidés sur les quantités détournées, les coûts, etc. Donc, on essaye, au travers de nos actions, de contribuer à cette mission d'observatoire et on développe sur le territoire également une démarche qualité par l'installation de sites vitrines pour montrer que la prévention et la gestion de proximité, non seulement c'est faisable, mais en plus ça fonctionne. J'ai un souci d'écran. OK. Alors, pour rentrer un peu dans le cœur du sujet, vous allez entendre, beaucoup de fois au cours de ce webinaire le mot PGProx ou prévention et gestion de proximité des biodéchets. Je vais vous le décortiquer pour que nous parlions bien tous de la même chose. Donc par prévention, on va entendre toutes les actions qui permettent de réduire le gisement de biodéchets. Donc il y aura les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, de gestion différenciée des espaces verts et par gestion, on entend, toutes les opérations qui visent la valorisation par le retour au sol, à savoir le compostage sous toutes ses formes et la gestion intégrée des déchets verts. Les biodéchets, quant à eux, comprennent à la fois les déchets de cuisine et de table, qu'ils soient végétaux ou animaux, donc c'est l'ensemble des déchets et les déchets, de jardin et les espaces verts, appelés aussi déchets verts, déchets de parcs et jardins et cetera. La prévention et la gestion de proximité est la première solution à mettre en œuvre dans le cadre, de l'obligation du tri à la source des biodéchets. Notamment parce qu'elle génère des impacts sociaux, économiques et environnementaux positifs, mais aussi, et c'est pas moi qui le dis, parce que la réglementation l'exige. Pour, le réseau compost citoyen au sens large, donc réseau compost citoyen national, réseaux régionaux et donc le réseau Grand Est, nous avons, comme conception de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets, une conception qui repose sur 5 piliers qui sont à l'écran, donc de favoriser la participation citoyenne et le lien social, de permettre un développement endogène du territoire en créant des emplois et des filières d'économie circulaire, de faciliter le retour au sol de la matière organique, que ce soit pour végétaliser des milieux urbains ou régénérer des sols en milieu agricole, de privilégier une approche low-tech avec peu de mécanisation et de réduire de fait notre empreinte carbone en limitant les transports. Donc je continue, un petit état des lieux. Alors il était compliqué d'avoir des chiffres, très récents, donc on a fait un petit, de petites recherches avec Morgane pour essayer d'avoir des chiffres, les plus, récents possibles. Alors, les déchets en France représentent 315 millions de tonnes de déchets. Parmi ces 315 millions de tonnes, vous avez 304, n'importe quoi, 34 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés. Donc les déchets ménagers et assimilés, ce sont les déchets qui concernent les ménages, mais aussi, les déchets des professionnels qui sont collectés par la collectivité. Ces 34 millions de tonnes, on les a rapportés en kilos par habitant. Ça fait, 580 enfin ça faisait en 2017 580 kilos par habitant de déchets ménagers à assimiler et si on prend juste les déchets ménagers, donc les ménages, ça fait 496 kilos par habitant en 2020. Les biodéchets, représentent, 83 kilos par habitant de biodéchets ou appelés aussi déchets putrescibles. Vous trouverez la dénomination aussi dans certaines publications. Ça fait, c'est pour ça qu'on parle du tiers de la poubelle et pour ce qui est des déchets verts et biodéchets, mais qui sont collectés, c'est 5,3 millions de tonnes, donc qu'ils soient collectés en flux sélectif, donc soit porte à porte ou à port volontaire ou en déchetterie, donc là, ça concerne plutôt les déchets verts. Et à noter le chiffre assez impressionnant d'une augmentation par rapport à 2005 de ce flux de 49. Voilà. D'autres, je vous assomme pas plus, il y a que 2 slides de chiffres, hein, je vous rassure. Autrement dit, on a 10 millions de tonnes de déchets alimentaires qui sont produits en France, globalement, hein, pas que les ménages évidemment. En restauration, ça peut représenter jusqu'à 70 de la poubelle, les biodéchets. 38 des ordures ménagères auraient pu faire l'objet d'une valorisation organique d'après le Modécom de 2017.
6 millions de tonnes des déchets auraient pu être valorisés organiques, enfin une autre manière de le dire, hein, auraient pu être valorisés organiquement et 68 783 tonnes ont été collectées séparément. À chaque fois, vous avez les sources en fait de ces chiffres. Si vous voulez plus de détails, les liens seront actifs. La gestion des déchets représente 20,6 milliards d'euros, enfin en 2019. C'est le premier poste de dépense dans la catégorie protection de l'environnement. Voilà. En Grand Est, donc vous avez la composition des déchets ménagers à assimiler dans les camemberts en couleur à gauche, avec la répartition des tonnages. En Grand Est, les OMR, près de 72% des OMR sont traités par incinération. Pour le reste, il y a 25% qui sont enfouis et 3% sont envoyés encore en traitement mécanobiologique. Les déchets ménagers assimilés qui sont collectés en Grand Est en 2020 représentaient 521 kilos par habitant. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévoit une baisse à 496 kilos par habitant et par an. Et dans les 521 kilos par habitant, on a 57 kilos par habitant de biodéchets. Donc, si vous faites le ratio, on contribue largement à permettre à la région d'atteindre ses objectifs. Je vous rappelle que dans les biodéchets, il y a à la fois les déchets de cuisine et de table et les déchets des jardins et des parcs. Voilà, j'en ai fini pour les chiffres. On va continuer avec les dates. Donc, pourquoi mettre en place le tri à la source? D'abord parce que c'est une, obligation légale, hein, c'est un engagement du du gouvernement, suite à un engagement européen d'ailleurs. Donc l'enjeu national est de réduire la production de déchets mis en décharge et incinérés et vous avez d'autres enjeux. La prévention et la gestion de proximité de biodéchets permet à la fois de contribuer à la réduction de la production de déchets mis en décharge et incinérés, de réduire la production de gaz à effet de serre et de réduire la consommation d'énergie. Donc sur les 5 items de l'enjeu national, on arrive à en toucher 3 avec, un seul type d'action, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Une autre obligation qui, place la prévention et la gestion et la gestion de proximité des biodéchets, c'est, de respecter la hiérarchie du traitement des déchets. Donc, vous avez, le schéma à l'écran, ce triangle, donc, du haut vers le bas, ce qu'il faut faire de manière prioritaire. La PG-Prox se situe dans le cadre de la prévention et la collecte se situe dans le grand cadre de valorisation, donc recyclage et valorisation énergétique. Enfin, mettre en œuvre la PG-Prox, eh bien, c'est, simplement respecter la loi. Donc, d'abord, la loi évidente, c'est la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a défini comme le 1er janvier 2023 l'obligation du tri à la source pour les gros producteurs, donc tous ceux qui produisaient plus de 5 tonnes par an de biodéchets. Donc normalement, ceux-là sont déjà, en cours et au 31 décembre 2023, le tri à la source sera généralisé pour tous et tous. Par contre, la prévention et la gestion de proximité des biodéchets permet aussi de répondre à la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire notamment et à l'objectif de la réduction de 50% du gaspillage alimentaire d'ici 2025 par rapport à 2015 et de répondre aux obligations de la loi Blabé qui interdit l'utilisation des produits phytosanitaires. Voilà, donc ces 3 lois sont un peu nos socles sur lesquels on s'appuie pour pouvoir promouvoir la prévention et la gestion de proximité des biodéchets. Enfin, un dernier point qui justifie, si c'est utile de mettre en œuvre la prévention et la gestion de proximité des biodéchets, c'est de contribuer au plan régional de prévention des déchets. Alors, je m'excuse par avance pour, les personnes qui viennent d'autres régions. Là, je vais parler de celui du Grand Est, forcément. Donc ce plan a été adopté en 2019
Il vise un objectif global de séparation et de détournement des biodéchets et des ordures ménagères résiduelles de 15% en 2025 et une stabilité des quantités de déchets verts collectés en déchetterie. Donc, ces deux objectifs-là sont les principaux et il définit aussi comme axe de travail prioritaire la prévention et la gestion de proximité. Donc, le plan régional de prévention et de gestion des déchets, c'est donc le document de référence pour toutes les collectivités qui veulent mettre en place des politiques liées aux déchets. Alors, en Grand Est, 60% des biodéchets sont encore présents dans les ordures ménagères résiduelles. Et le plan affirme le fait que, non, pas 60%, que 67% des biodéchets qui sont encore présents peuvent être détournés grâce au gaspillage alimentaire et au compostage de proximité. Vous avez d'autres chiffres à côté. Ah, ça, je vais m'en prendre juste un. Le ratio moyen de détournement pour quelqu'un qui fait du compostage domestique est de 24 kilos par an par habitant. Il se rapproche d'un ratio de collecte. Voilà. Et pour le plan régional de prévention des déchets du Grand Est, seul un tiers des biodéchets ont vraiment vocation à être ramassés dans le cadre d'une collecte. Donc, on peut agir sur le flux, sur 2 tiers du flux. Je ne vais pas vous développer, enfin rentrer dans le grand détail du plan régional de prévention des déchets, parce que ce n'est pas l'objet. Vous avez sur la présentation tous les items qui sont en gras. Donc, vous avez les 4, le scénario de la région se développe en 4 étapes. Pour chaque étape est détaillée dans le plan et on a mis en avant les éléments où le réseau Compost Citoyen Grand Est, par son action et par la promotion de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets, agissait. Et c'est ce qui apparaît en gras en fait pour chaque item. Donc les grandes étapes sont d'abord et elles sont dans l'ordre en fait, d'abord de réduire le gaspillage alimentaire, puis de repenser la production et l'usage des déchets verts. Après, il y a le tri à la source des biodéchets et enfin d'accompagner la gestion individuelle et collective des biodéchets. Par ça, on entend la gestion de proximité notamment. Je vous laisse éventuellement un tout petit temps pour découvrir. De toute façon, le diaporama sera disponible sur le site. Voilà. Donc, on l'a vu, les exutoires actuels des biodéchets sont traités principalement par incinération puis par enfouissement. L'incinération de biodéchets qui sont constitués à 80% d'eau pose quand même un petit peu de questions. De brûler de l'eau, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal. L'incinération libère forcément des particules, nécessite des exutoires. Le traitement par enfouissement, lui, par contre, les biodéchets libèrent des lixiviats qu'il faut réussir à canaliser pour éviter qu'ils se retrouvent dans les nappes phréatiques. La prévention et la gestion de proximité, par ces actions d'évitement, permet déjà de diminuer les gisements qui seront à traiter. Et le traitement par compostage permet un retour au sol par un amendement de qualité, de limiter forcément les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au transport des déchets et aux impacts de la création ou de l'utilisation des exutoires. Un petit focus à côté, dans les déchets de cuisine et de table, vous avez à la fois les déchets végétaux, donc toutes les épluchures, les fruits, les légumes, etc. Si vous avez des questions sur le compostage, vous pouvez aussi y aller. N'hésitez pas. Mais vous avez aussi tout ce qui est déchets carnés ou déchets animaux, donc les restes de viande, les os, les poissons, etc. Ce qui fait que même si dans votre composteur, vous ne mettez que des déchets d'origine végétale, vos déchets sont quand même mis dans la catégorie des sous-produits animaux de catégorie 3, parce que le législateur considère qu'il peut y avoir une contamination lors de la préparation ou de l'usage. Alors, comment on met en œuvre la prévention et la gestion de proximité des biodéchets? On va reprendre la hiérarchisation du mode de traitement qu'on a vu, donc la pyramide de Lanczig, qu'on a vu tout à l'heure, la pyramide en couleur. La première action, ça va être d'éviter de produire, alors que ce soit les déchets alimentaires ou les déchets verts, la méthode est la même.
on évite de produire. Donc, pour les déchets alimentaires, ça va être de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et pour les déchets verts, ça va être de la mise en place de gestion différenciée des espaces verts. On va détourner le déchet, donc par de la redistribution pour les déchets alimentaires, de la réutilisation, cuisiner les restes ou les transformer en conserve, etc. Et pour les déchets verts, par les opérations de broyage, de paillage et de gestion intégrée des déchets verts. Et pour les deux, le gisement qui restera à traiter, entre guillemets, va passer par un traitement par compostage. Alors, il y a une petite question, Elsa, qui vient d'être posée concernant l'exutoire actuel sur le fait qu'on n'évoquait pas la gestion par méthanisation. Alors, Euh, je te laisse. en fait, là, pour l'instant, ils sont les déchets, les déchets d'une manière générale. Donc, on a pris la source, effectivement, quand on prend les déchets sur lesquels on va, nous, œuvrer, bah, ce n'est pas ceux qui sont déjà dans une filière de méthanisation de biodéchets du citoyen, hein. Il faut différencier les biodéchets agricoles des biodéchets euh, du particulier. Moi, je vais pas parler de traitement, c'est pas mon travail, c'est pas ce que je veux promouvoir. Et la méthanisation, comme on l'a vu, on peut remonter, hein, la méthanisation va se situer ici en valorisation énergétique. Donc, c'est suite à une collecte. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas du tout aborder dans ce webinaire, parce qu'on va vraiment se focaliser sur la prévention et la gestion de proximité. Il est bien sûr que une fois qu'on a mis en place des actions de prévention et de gestion de proximité, rien n'empêche de faire cohabiter d'autres solutions de traitement du coup, que ce soit par des collectes en porte-à-porte sélectives et que l'exutoire soit un exutoire de méthanisation ou de compostage industriel. Mais c'est pas le propos, c'est pas le propos ici. Et pour le coup, j'ai pas de chiffres en fait. J'ai pas de chiffres précis. Après, on peut le noter, on pourra faire une réponse plus précise si vous le souhaitez, mais sur les chiffres de qu'est-ce qui est méthanisé actuellement, j'ai pas creusé cette question-là parce que effectivement, moi, je ne m'intéresse pas à titre privé, mais au particulier, mais dans le cadre de ce webinaire, à la collecte et au traitement qui en est suivi. Après, on n'a pas, enfin, en tout cas en Grand Est, on n'a pas une attitude jusque-boutiste, hein. On a bien conscience que le traitement, enfin le tri à la source des biodéchets, et le traitement des déchets qui seront de fait détournés des ordures ménagères vont faire l'objet d'un panel de solutions. Mais là, en l'occurrence, on parle de la mise en œuvre de la prévention et de la gestion de proximité. Alors, alors concrètement, comment on fait? On dit prévenir les déchets alimentaires. Donc, le gaspillage alimentaire, la définition, c'est tout aliment qui a été produit euh, pour l'alimentation humaine et qui n'atteint pas son but. C'est-à-dire que est considéré quand vous avez des aliments qui sont donnés, pas des restes, mais des aliments qui sont donnés à vos poules, euh, ben, c'est du gaspillage alimentaire en fait, parce que l'aliment, il n'a pas été produit pour être donné aux poules, il a été produit pour nourrir l'humain. Donc, c'est une définition assez restrictive pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, hein. Donc, le gaspillage alimentaire se fait en fait, il se produit à toutes les étapes de la production. Donc, du champ à l'assiette, c'est l'expression entre guillemets consacrée, c'est-à-dire que au moment de la production, au moment de la récolte, au moment du transport, au moment de la mise en rayon, à toutes ces étapes-là, il y a du gaspillage alimentaire. Donc, pour prévenir le gaspillage alimentaire, il faut mettre en place il faut d'abord en avoir conscience. Si vous demandez autour de vous, aux gens, est-ce que vous faites du gaspillage de l'alimentation, les gens vont dire non. Mais si on regarde nos poubelles, ben, en fait, on en fait tous, hein, nos manières de vivre et de fonctionner en famille ou autre ne font qu'on en fait, forcément. Surtout si on prend cette définition très large. Et donc, quand une collectivité ou un établissement veut s'attaquer à cette question, il va falloir d'abord qu'il présente le projet, qu'il fédère autour de ce projet, parce qu'on ne peut pas agir tout seul. C'est un projet d'équipe élargi.
il va falloir expliquer les tenants et les aboutissants, il va falloir expliquer ce que c'est que le gaspillage alimentaire, pourquoi, et puis après, il va falloir voir où il se produit, comment il se produit et sur quelle quantité. Donc, vous allez avoir toute une période de diagnostic quantitatif et qualitatif. Le quantitatif, ça va passer par des campagnes de pesée, des observations d'assiettes, de retour d'assiette. Voilà, qu'est-ce qui a été mangé, qu'est-ce qui n'a pas été mangé, à quel moment ça s'est produit. Est-ce que c'était au moment de la préparation, au moment de la livraison, au moment de la dégustation ou non dégustation en l'occurrence. Et puis après, le diagnostic qualitatif, ça va être de voir pourquoi. Et de tout ça, on va faire une, une véritable étude. Et cette étude sera présentée à toutes les parties prenantes et va déboucher sur un plan d'action qui va être mis en œuvre, euh, déployé pendant un temps certain. Au cours de ces actions, il faudra continuer les mesures d'évaluation, donc des campagnes de pesée, en fait, de voir qu'est-ce qui est jeté. Voilà. Une fois que le plan d'action a été déroulé, il y aura une pesée finale qui va permettre de voir si les objectifs qui ont été fixés sont atteints ou pas. Ça permettra de mesurer l'impact des actions, de voir l'évolution, qu'on espère toujours positive, hein. Ça va être aussi l'occasion de présenter les résultats et aussi de voir quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir continuer cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, la pesée de suivi va être traduite lors de la présentation des résultats par un plan d'action, etc., etc., etc. Et donc, jusqu'à atteindre les ratios minimales, où globalement ne seront jetés que les os, les parures de poisson, les trognons qui ne sont pas mangés, etc. Alors, quel est l'intérêt de prévenir les déchets alimentaires? Alors, si on dit oui, il faut lutter, oui, bah oui, il faut lutter. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre où c'est écrit parce qu'effectivement, il y a un enjeu social et moral, hein. Il y a actuellement 16% de la population française qui a du mal à se nourrir. Il y a une personne sur 9 au niveau mondial qui souffre de sous-alimentation et heu, normalement, on produit assez de nourriture pour nourrir tout le monde, sauf qu'elle est très mal répartie. Donc voilà, avoir, jeté de la nourriture qui pourrait être consommée et avoir des gens, pas trop loin de nos portes qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement, ça pose quand même une petite question. L'autre enjeu, c'est de réduire l'impact environnemental de ces pertes parce qu'en fait, l'aliment qui est jeté, il a quand même été produit. Donc lors de sa production, il a forcément émis des gaz à effet de serre. De fait, hein, l'activité humaine produit des gaz à effet de serre. Il a occupé de l'espace agricole, en entre guillemets «pour rien», vu que la production n'est pas consommée et il a utilisé une quantité non négligeable de ressources, d'eau, d'énergie et cetera. Il y a un enjeu financier, pour une personne par an, le gaspillage alimentaire a été estimé à entre 150 et 240 €. Donc pour un foyer, il suffit de multiplier par le nombre de personnes, ça peut vite grimper. Et dans les établissements, les biodéchets peuvent représenter jusqu'à 80% de leurs poubelles. Donc, pour peu qu'ils soient, en 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 facturation incitative, si c'est au poids, c'est le biodéchet, c'est un des déchets les plus lourds, un déchet des ménagers les plus lourds et si c'est à la levée, bah, il faut sortir plus souvent sa poubelle vu qu'elle est plus régulièrement pleine. Donc, ça a un réel enjeu financier pour les établissements aussi. Enfin, ça a un enjeu citoyen parce que, voilà, lutter contre le gaspillage alimentaire, bah, c'est un projet qui est fédérateur et qui a du sens. Ça permet aussi de valoriser le travail des équipes et ça répond à une volon on va voir ça tout au long, en fait, les Français et Françaises veulent agir. En fait, le constat du réchauffement climatique, il est clair maintenant. On a tous trop chaud, on est au mois d'octobre et donc si vous écoutez, vos administrés, vos collègues, vos voisins, ils vont vous dire: «Ouais, mais moi, je peux rien faire à mon échelle». Et bien, en fait, si, on peut agir et la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est une manière de prendre en main ces questions-là. C'est, globalement le gaspillage alimentaire, en fait, si le gaspillage alimentaire était, un pays,
et qu'on mesurait les émissions de gaz à effet de serre de ce pays telles qu'on les mesure pour les autres pays, en fait, il se positionnerait comme troisième émetteur mondial. Donc d'abord, il y a la Chine, après, il y a les États-Unis, et en troisième position, il y a le gaspillage alimentaire. Oui, le gaspillage alimentaire. Donc vraiment, c'est un levier d'action qui est non négligeable, Je me permets de compléter bien ce que tu sûr. dis, Elsa, sur notamment la dimension du gaspillage alimentaire. On a surtout la vision de ce que c'est en fin de chaîne, c'est-à-dire ce que ça représente comme traitement à gérer en termes de déchets in fine. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toutes les énergies et ressources qui ont été utilisées pour produire l'aliment en question. Et ça, c'est des notions qui s'intègrent vraiment dans la notion de prévention et de sensibilisation des publics pour leur expliquer vraiment que le gaspillage alimentaire, c'est pas uniquement ce qui va finir dans la poubelle, c'est aussi tout ce que ça représente dans ce qu'on a utilisé pour produire cet élément avant et qu'il arrive jusque dans notre assiette avant qu'il finisse du coup dans cette poubelle, qu'elle soit d'ailleurs du compostage ou une poubelle classique, hein. On reste, le compostage n'est pas une solution in fine contre le gaspillage alimentaire, mais une solution moins polluante que le fait de brûler les déchets ou de les enfouir. Vous verrez dans le diaporama, en fait, nous avons en fait ce webinaire arrive après 6 webinaires en fait qui ont abordé différentes questions. Et donc dans le webinaire sur les coûts de de la PG Prox, la lutte contre le gaspillage alimentaire qui a eu lieu cette année, vous avez plusieurs exemples de collectivités qui ont mis en place des démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc vous avez le lien en bas de page qui permet de voir comment concrètement on peut rentrer dans dans cette question, comment on peut se l'approprier, comment on peut la mettre en œuvre avec des exemples concrets. Et vous pouvez retrouver ce webinaire, sa présentation sur le site internet, mais vous aurez tous les liens en fin de présentation. S'il n'y a pas de questions sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, on va passer au deuxième pan de la prévention et de la gestion de proximité, qui est de prévenir les déchets verts. Donc, pour prévenir les déchets verts, on a deux moyens, la gestion différenciée des espaces verts et la gestion intégrée des espaces verts, des déchets verts, pardon. Alors, la gestion différenciée des espaces verts, elle est peut-être plus facile à appréhender, c'est-à-dire qu'on va définir des espaces qu'on va gérer différemment selon leur usage. Donc, un espace qui nécessite du passage ou une activité sportive, tel un terrain de foot, elle va peut-être demander plus d'entretien qu'un espace d'agrément au bord d'un mur où personne ne passe jamais, par exemple, pour être un chouïa caricatural. Donc ça permet, de diminuer, certaines opérations de tonte, de taille, et ça permet aussi aux équipes de se concentrer, sur, d'autres espaces parce que si, on va pas se cacher derrière son petit doigt, quand on n'utilise plus de produits phytosanitaires, eh bien, c'est souvent de l'huile de coude qu'il faut utiliser et donc c'est du temps de travail, et de manutention en plus, donc il faut faire des choix. Et la gestion différenciée des espaces verts permet de faire des choix, cohérents sur son territoire. C'est-à-dire qu'on va associer il faut associer en général les citoyens et les usagers, en fait, des espaces, ainsi que ceux qui sont en charge de leur, entretien, hem, pour, pour pouvoir définir, les différentes gestions de chaque espace. Et il y a pas une méthode en fait qu'on peut prendre et qu'on peut plaquer parce que ça va être adapté forcément à chaque, flore, à chaque, climat, à chaque territoire, à chaque usage. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très territorialisé et ça passe par un plan de gestion qui va vraiment être adapté au territoire sur lequel il s'applique. Je disais qu'il était important d'associer les citoyens parce que si on commence à laisser, monter, des herbes en graines, par exemple, la sensation, on laisse aller ou c'est de la friche ou on s'en occupe plus, va vite advenir et pas qu'en Alsace, en fait, même si, c'est une vraie problématique chez nous. C'est-à-dire que, bah, les citoyens ont l'impression que la collectivité n'agit plus parce que, bah, elle entretient pas les pelouses. Donc il y a des techniques pour,
Il y a des techniques assez simples en fait, hein. C'est par exemple quand on veut laisser un espace enherbé en herbe haute pour favoriser l'émergence d'autres espèces de flore et puis pour pouvoir abriter la faune. En fait, il suffit juste de tondre le bord pour montrer que oui, c'est entretenu et puis de mettre un panneau explicatif ou d'avoir une campagne de communication, en fait, beaucoup de communication pour la prévention des déchets verts, hein. Une campagne de communication pour dire, cet espace n'est pas laissé à l'abandon, en fait. Il est entretenu, mais il est entretenu dans un souhait, dans une démarche de, protection de la faune et de la flore. Pour la gestion intégrée des déchets verts, ça va être, c'est ce que font de plus en plus de personnes, ça va être de réutiliser sur place tous les, «déchets» entre guillemets qui sont produits sur place. Donc, ça va passer par des opérations de broyage, de paillage et de pailler et d'utiliser le broyat en paillage permet, d'économiser la ressource en eau. Ça permet aussi de, nourrir son sol, de favoriser la microfaune et cetera. La gestion intégrée passe aussi par, le choix quand on installe ou qu'on crée un nouvel espace, par le choix des essences. Parce que des essences vont nécessiter plus de taille ou plus d'entretien que d'autres et donc il faut pouvoir l'appréhender au départ et savoir que ça va nécessiter donc du temps de travail en plus, mais aussi savoir quel type de déchets ça va produire pour pouvoir, se dire: «Je vais l'utiliser et j'en aurai l'usage» ou alors il va falloir que je l'élimine. Voilà, donc avoir une vraie connaissance, du végétal pour pouvoir faire son choix, un choix éclairé et pour pouvoir anticiper les futurs déchets produits, si on plante des essences qui ont besoin ou si on doit entretenir des essences qui génèrent beaucoup de déchets par leur besoin de taille ou autre. Hem, il faut avoir anticipé comment on va pouvoir utiliser ces déchets-là. Voilà, j'ai, une question qui apparaît a priori en haut. Donc concrètement, vous allez avoir des actions de jardinage, raisonnées, dans le sens, raisonnable, voilà et il va y avoir vraiment des espaces qui vont être, laissés plus ou moins libres, d'autres qui vont être plus entretenus selon les usages. On peut avoir recours à l'éco-pâturage pour l'entretien. Ça évite aussi, des grandes, campagnes de tonte, quand on a des espaces un peu étendus. Le choix des essences, avec des croissances lentes ou des hauteurs naturellement limitées ou voilà, selon un choix éclairé forcément. Mettre en place, des prairies fleuries, pour éviter, les monoespèces en fait, hein. Plus il y a de variétés, plus la biodiversité s'en portera, mieux. Et gérer la tonte par mulching donc le mulching, c'est en fait, l'herbe est coupée une première fois, puis une deuxième et elle est laissée sur place et en fait, comme, les tontes sont réduites, en tout petits brins, elle va vite être assimilée par le sol et permettra de nourrir et de renforcer les plantes qui y poussent. Heu, il est souvent suggéré 5 centimètres d'herbe. Moi, j'ai envie de dire, vous pouvez monter jusqu'à 8, hein, ce sera uniforme, ça se verra pas, on verra pas de différence, et 8, c'est pas mal pour que votre herbe, elle puisse développer un système racinaire assez puissant pour qu'elle puisse aller chercher, la fraîcheur, profondément. Voilà. Alors pourquoi on agit? C'est toujours notre petite question. Donc prévenir les déchets en dehors du respect de la loi, hein. C'est prévenir les déchets verts, permet de réduire donc les coûts de traitement, de transport et de diminuer l'utilisation de la ressource, en eau, en énergie. Ça permet de limiter son empreinte carbone, en diminuant les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport des déchets, en limitant les tontes et les interventions motorisées, en limitant la consommation d'engrais, l'utilisation de produits phytosanitaires et le paillage et le compostage, je vous disais, favorisent, non seulement le stockage de carbone dans les sols, ils contribuent à la lutte contre de fait, à la lutte contre le réchauffement climatique et ça favorise aussi la biodiversité et la vie des sols. Donc parce que quand on a
quand on envisage ces espaces différemment, on va diversifier les types d'espaces verts qui vont être présents sur son territoire. Il y aura autant des prairies, des haies et autres. On va avoir une démarche de favoriser la flore locale et parce que c'est celle qui est le mieux adaptée finalement au terroir et de fournir de l'habitat à la faune locale. Le broyage permet de rendre les déchets, verts plus facilement décomposables et assimilables par le sol, donc va aussi promouvoir, le développement de la microfaune dans le sol et l'utilisation de broyades en paillage ou en compostage de proximité favorise aussi, la vie du sol, améliore ses qualités, agronomiques. Par qualité agronomique, on entend non seulement sa fertilité, mais aussi sa capacité de rétention en eau, ce qui en période de sécheresse n'est pas négligeable, en fait. Heu, Accessoirement, ça contribue aussi aux démarches d'exemplarité, que ce soit de la collectivité, dans le cadre de ses engagements politiques ou d'un établissement dans le cadre de sa responsabilité, sociale et environnementale. Donc il y a beaucoup d'avantages à agir, sur ce terrain-là. Vous trouvez pareil en dessous, des petits exemples qui ont été, qui sont issus du replay des coûts de la PG Prox, espaces verts et déchets verts, les coûts de gestion, donc qui ont été mis en place par, des, collectivités, en Grand Est. Alors une fois qu'on a réduit tous ces flux, que ce soit, les flux alimentaires par la lutte contre le gaspillage alimentaire et les flux, des déchets, de parcs et jardins par, la mise en place, des, de la prévention des déchets verts, il nous reste, du déchet à traiter et on va mettre en œuvre, le compostage. Donc le compostage, pour rappel, c'est un processus, de transformation biologique de la matière organique. Ça, c'est sa définition. La transformation de la matière est réalisée grâce aux micro-organismes. Il faut de l'air et de l'eau. Le compost, on dit: «Ouais, je» le compost, c'est le résultat du compostage et donc le compost, c'est un composé, stable, il est hygiénique parce que le processus fait qu'il s'hygiénise. Heu, il est comparable à l'humus, c'est pour ça qu'on parle d'humification. Quand vous allez dans la forêt et que ça sent la forêt, en fait, normalement votre compost final, il sent pareil, voilà, c'est de l'humus. Concrètement, on n'a rien inventé. En fait, on va refaire, dans des composteurs ou pas, ou en tas ou voilà, peu importe, chez soi, ce qui se passe dans la forêt. Donc à l'automne, les feuilles tombent, les micro-organismes vont décomposer donc les feuilles forment, les feuilles et les déchets organiques forment une litière. Les, les la microfaune et les micro-organismes du sol vont décomposer ces matières. L'humusation va permettre de la transformer en matière minérale qui va pouvoir être réutilisée par l'arbre, enfin par les plantes en surface pour pouvoir se renourrir et cetera, et cetera, et cetera. Donc c'est un processus tout à fait, naturel qui fonctionne et qui a fait ses preuves depuis, l'apparition des végétaux, j'ai envie de dire, sur terre. Le compostage, quand on a un site de compostage, à gérer, alors que ce soit un site de compostage partagé en établissement ou chez soi, dans son jardin, en fait, le processus, c'est le même. C'est on va, mettre de côté les biodéchets qui sont riches en azote. On va les déposer dans un bac d'apport, dans son bac de compostage. La proportion, c'est entre un tiers et la moitié, on va ajouter du structurant, donc des déchets, dits de jardin ou déchets verts, donc ça va être les dérivés du bois, du broyat, des feuilles et cetera, qui sont source de carbone, donc on va équilibrer le mélange, azote et carbone. On va régulièrement mélanger, on va faire un grand brassage, tous les 2 mois parce qu'en fait on vous a dit que les biodéchets étaient composés d'eau, donc dans le processus de compostage, l'eau va s'évaporer, les matières vont avoir tendance à se compacter. Alors l'utilisation du broyat va permettre d'éviter un peu cette agglomération, mais par contre, il faut quand même, remettre, de l'oxygène, dans le processus pour que les micro-organismes puissent continuer à leur, travail de dégradation et pour ça, il faut remuer, brasser. Hem
on va alimenter, mettons, remplir son composteur pendant 6 mois. On va arrêter de l'alimenter. 6 mois après, on va faire un grand brassage. Il va être mis en maturation et puis au bout de 6 mois, le compost est mûr. Donc en fait, il faut 6 mois pour avoir du compost mûr, chez soi, si on respecte bien les étapes et puis après, ben, on continue. Alors soit on a un deuxième bac pour pouvoir, continuer à alimenter, soit on sépare par un carton, si on a un seul bac, on sépare par un carton pour avoir, le compost en maturation en bas et puis des nouveaux déchets qui vont pouvoir, tranquillement se dégrader au-dessus. Voilà le principe pour le compostage. Alors qu'on soit tout seul dans son jardin ou avec son foyer pour s dans son avec son composteur de jardin ou qu'on soit un immeuble de plusieurs foyers, le geste est le même, le principe est le même. Ce qui va changer, c'est le dimensionnement des bacs et puis, le côté, festif des différentes opérations parce que oui, brasser un composteur, ça peut être, joyeux. Donc, il y a différentes solutions qui s'offrent, pour, gérer le déchet une fois qu'il existe. Donc, vous avez le compostage domestique, donc qui s'adresse plutôt à des, maisons individuelles avec jardin, en fait. C'est quand, on dispose de son propre composteur à la maison. C'est celui qui est le plus facile à mettre en œuvre, hein, on va pas se cacher. Il suffit d'expliquer, de former, le citoyen et il peut gérer ça en autonomie sans problème. Et vous avez tous les projets, de compostage, partagés, collectifs. Donc vous allez avoir le compostage partagé en pied d'immeuble ou auprès de jardins partagés et cetera et le compostage autonome en établissement. Alors on pense souvent, aux écoles, mais ça peut être, EHPAD, hôpital, administration avec, restaurant administratif, entreprise, tout type d'établissement peut mettre en place, une démarche de compostage autonome en établissement. Le compostage domestique, donc vous avez un petit, récapitulatif. C'est donc chez le particulier, l'aide de la collectivité, elle peut exister ou pas en fait, si le compostage domestique est aidé par la collectivité, par, la vente de composteurs à prix préférentiel ou des petites formations, ça va forcément inciter au geste, hein. Sinon seuls les convaincus, vont agir. Vous avez, dans les moyens les différents matériels et méthodes qui sont possibles. Il est recommandé quand même de sensibiliser et de former les gens. Ça reste un geste, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un geste de jardinier, en fait. C'est un geste qui s'apprend. Une fois qu'on l'a appris, il n'est pas compliqué, mais il faut quand même, l'apprendre. Il faut juste, le comprendre et l'apprendre. Donc, si on peut, par, des formations courtes, hein, entre une demi heure et une heure, ça peut suffire pour avoir, les toutes petites bases du compostage et pas se dire au bout de 3 semaines en disant: «Mais ouais, mais ça fonctionne pas». Bah, non, ça fonctionne pas parce qu'en fait, si on oublie de mettre du broyat ou si on ne sait pas qu'il faut mettre du carbone, ben, ça fonctionne pas, en fait, ça sent pas bon. Et après, vous allez avoir, les démarches collectives, que ce soit le compostage partagé ou le compostage autonome en établissement, donc pour lesquels, le matériel va être le même, les lieux, dédiés vont être un peu différents. Le tonnage maximum reste limité à 52 tonnes par an pour qu'on reste dans le cadre de la loi et des, qui permet d'appeler ça gestion de proximité. Et puis, par contre, la formation, la sensibilisation, alors elle est recommandée pour le compostage partagé. Moi, j'ai envie de dire qu'elle est nécessaire et indispensable parce que plus les personnes qui vont s'occuper des sites ou qui vont participer au site vont avoir de connaissances et de maîtrise du geste, plus votre site a des chances de durer dans le temps. Donc, ce sera un meilleur usage, des finances si, le site, au bout de 10 ans, il existe toujours et oui, ça arrive. Il ne s'écroule pas, forcément, au bout de quelques années quand les gens ont déménagé et ça passe par de la sensibilisation, de l'animation et de l'accompagnement, forcément. Alors, les étapes à suivre, si on reprend le même schéma que tout à l'heure, donc vous allez avoir, le rôle va être d'accompagner au lancement, c'est vraiment un rôle de facilitateur pour la collectivité, dans ces démarches-là.
Il va falloir qu'à toutes les étapes, elle facilite l'action, des gens qui veulent bien s'engager parce que gérer un site, ou animer un site de compostage partagé, ça prend du temps, ça mobilise. Donc toutes les actions qui pourraient être facilitées, seront un plus. Il y a une période de diagnostic qui doit aussi être faite pour savoir, pour pouvoir dimensionner le site. L'idéal, c'est de se rapprocher ou d'avoir, au sein de son équipe un maître composteur parce qu'il est formé pour ce dimensionnement, pour choisir l'emplacement du site, pour présenter les différentes, manières d'utiliser. Dans le cadre d'un compostage partagé, par exemple, on peut définir, soit un fonctionnement par permanence, soit un fonctionnement par cadenas où toutes les personnes qui, ont le code du cadenas peuvent y aller, soit un fonctionnement mixte et cetera. Parce que les permanences, c'est contraignant. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va, s'assurer de la disponibilité de la matière sèche. Parce que pour les, c'est un impératif pour les démarches collectives de compostage. Il faut que, la filière d'approvisionnement en matière sèche soit, consolidée, identifiée et pérenne. L'achat du matériel, bah, ça passe par un achat de matériel de qualité parce que plus il va être de qualité, moins il y aura de soucis sur le site et de réparation et cetera. Donc ça peut demander un petit investissement au départ. La formation des référents est indispensable. J'ai envie de dire la formation chartée est indispensable, même si vous n'aurez pas tous recours à une formation chartée, je le sais bien, mais il faut tendre vers une formation chartée. Chartée, ça veut dire que, l'ensemble des modules ou des informations répondent à un cahier des charges qui a été validé et où, on est sûr qu'au bout, le référent, il a l'ensemble des informations, nécessaires à la bonne gestion du site. Il ne faut pas oublier les événements un peu festifs qui vont être, l'inauguration du site notamment, festifs et conviviaux, hein. L'inauguration du site, ça peut être aussi au moment des retournements, des opérations de manutention. Tout ça, il faut, réussir à mettre de la convivialité dedans pour que ce ne soit pas, pesant et après, il faut accompagner le site de compostage qui s'est créé, qu'il soit en établissement ou sur, l'espace public ou privé, enfin, qu'il soit partagé, heu, avec des rendez-vous réguliers jusqu'à, au moins la première récolte, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai fonctionnement, automatique, et après une visite par an, peut être, nécessaire, ne serait-ce que pour garder le lien, pour voir quels sont les soucis et pour éviter que, les sites ne soient, délaissés et qu'on s'en rende compte, par hasard finalement. Alors pourquoi on agit, pourquoi on composterait les biodéchets, les flux et pourquoi on ne les emmènerait pas, vers un autre exutoire, plus industriel? D'abord, il y a une question de coût. Le compostage a un coût, nettement moindre. D'abord, il y a pas de coût de transport parce que la matière, elle est gérée, là où elle est produite ou vraiment à proximité, d'où son nom. Il y a pas de coût de traitement ou peu finalement. Il y aura peu de coûts de traitement parce qu'on se repose sur, l'engagement des personnes, des équipes et l'engagement citoyen. Donc il va falloir investir différemment. Ce ne sera pas de l'investissement matériel, ça va être de l'investissement en formation, en accompagnement, voilà, mais pas en camion, par exemple et ça va permettre aussi, d'économiser, bah, forcément toujours les ressources en eau, en énergie qui sont, liées, au fonctionnement des exutoires. Ça permet de limiter son empreinte carbone en limitant les émissions de gaz à effet de serre, que ces émissions soient liées au transport ou au traitement des déchets. Ça favorise l'implication citoyenne. Chacun va se réapproprier en fait ces déchets, leur compréhension de leur traitement, leur provenance aussi. Enfin, voilà, le citoyen, il va vraiment reprendre un peu la main sur ces questions-là parce que pour l'instant, on met dans sa poubelle, on sort de sa poubelle sur son trottoir et comme par miracle, ça disparaît, mais les gens ne se posent pas la question de où ça va, comment c'est traité, qu'est-ce que ça devient? Heu, les les opérations de compostage, partagées ou en établissement permettent d'ouvrir cette question-là et ce dialogue-là. Ça donne, les moyens d'action pour lutter contre le réchauffement climatique au même titre que l'action précédente et ça fédère autour de projets porteurs de sens. Ça favorise la gradation des sols, grâce au retour à la terre de la matière organique.
composter et laisser le compost dans son composteur n'a aucun sens en fait pour nous, au réseau. Le compost, il faut qu'il retourne au sol, sinon tout le travail n'a pas, enfin voilà, le travail n'est pas allé jusqu'au bout. Ça permet aussi de lutter contre la pollution des sols, de l'air et des eaux. Et ça peut aussi ouvrir sur la création d'emplois non délocalisables, parce que finalement, c'est, le traitement du déchet est, géré, sur place dans une démarche, on va dire, d'économie circulaire. Donc pour résumer, synthétiser, en fait, les missions de la prévention et de la gestion de proximité, ça va être, d'agir sur les flux des déchets de cuisine et de table et des déchets des espaces verts et des jardins par, l'évitement, le détournement, puis le compostage. En matière de prévention, on va éviter les déchets alimentaires avec une démarche de projet et on va éviter la production de déchets verts avec, là aussi une démarche de projet et une gestion un peu différente, mais qui vont, permettre, des dynamiques territoriales et entre guillemets «la gestion», ça va être la mise en œuvre, du reste à traiter. Donc, une fois qu'on a bien, diminué, le flux, de déchets à traiter, de mettre en place le compostage et par là, qu'il soit, domestique, partagé ou, en établissement, il va falloir, préparer et accompagner, les usagers, les former, choisir du matériel, fiable et solide, organiser ou, accompagner à l'organisation d'animations et si besoin, se faire entourer par des personnes dont c'est le métier, notamment des maîtres composteurs. Voilà, si tu toujours aucune réaction, le propos là, il finit sur la présentation de la prévention et de la gestion de proximité. Je vais vous présenter après les ressources qui sont à votre, disposition pour creuser toutes ces questions. En fait, au départ, si on avait, détaillé chaque item de la PG Prox, en fait, on aurait refait comme précédemment, 3 webinaires parce que quand on a travaillé sur les coûts, c'est ce qu'on a fait, on l'a divisé en 3. Donc là, ça vous permet d'avoir, une, vision de ce qu'est la prévention et la gestion de proximité avec, quels sont les liens et quels sont les moyens pour agir et les ressources, disponibles, que je vais vous présenter, désormais. Donc sur le site internet, vous avez, 2 pages qui récapitulent, l'intégralité des ressources. Il y en a une qui est, consacrée à la lutte contre le gaspillage alimentaire et le compostage en établissement et une qui est, consacrée au compostage, domestique et partagé. Donc avec, des, fiches techniques, des retours d'expérience et cetera et cetera. En détail, sur la question des coûts, parce que on n'est pas rentré dans ce détail-là, sachant qu'on avait fait 3 webinaires, précédents sur cette question des coûts. Mais les 3 webinaires ont donné lieu à un document de synthèse que vous voyez à l'image là sur la droite, qui, reprend pour chaque, dispositif, des, fourchettes, hein, parce que c'est toujours compliqué de parler de coûts. Mais elle va reprendre, la mise en place, des projets étape par étape et ce que ça induit, pour pouvoir vous aider à la décision. D'ailleurs, il s'appelle, «Outils d'aide à la décision» sur les coûts de la page Prox. Donc vous avez le lien ici. Il y a des fiches techniques. Donc, les plans d'action précédents du réseau ont permis l'écriture et la création de plusieurs fiches techniques qu'on a remis, là en avant. Donc il y en a une sur la prévention et la gestion de proximité des biodéchets et les politiques publiques. Quand on aborde la question du gaspillage alimentaire, donc là, le premier lien, c'est celui qui donne, accès à la page globale qui récapitule l'ensemble des ressources et je vous en ai détaillé certaines à chaque fois. Donc vous avez, des webinaires, vous avez des fiches pratiques et vous avez aussi un outil de sensibilisation, qui s'appelle «Contenu prêt à l'emploi». Donc là, ce sont des textes qui permettent de communiquer sur la thématique. Ces textes, ils peuvent être réutilisés clé en main, en fait, sauf que, bah, cet outil, il est réservé à nos adhérents. Il faut bien avoir un petit avantage quand même.
Donc, n'hésitez pas, en fait, pour communiquer dans les bulletins municipaux et autres, à piocher si vous êtes adhérent. Il est disponible sur la médiathèque du réseau. Pareil pour la prévention des déchets verts. Donc, vous avez en exergue le lien de la page qui reprend l'ensemble des ressources et vous allez y retrouver des webinaires, des fiches pratiques et toujours des contenus prêts à l'emploi qu'on a thématisés aussi, hein. Et enfin, sur le compostage, vous allez avoir pareil, la page qui renvoie à la synthèse de l'ensemble des ressources, des webinaires, des fiches pratiques avec celles qui sont consacrées au compostage domestique, au compostage partagé, et toujours l'outil de sensibilisation, des contenus prêts à l'emploi. On a beaucoup creusé, on a aussi comme document de référence un certain nombre de ressources qui sont proposées par l'ADEME. Donc, le dernier en date, qui est sorti en juin 2023, c'était l'évaluation des différents systèmes de traitement de proximité des biodéchets. Vous en trouverez un article de présentation sur le site du réseau. Le lien renvoie à la synthèse, mais en fait, la synthèse donne accès au document in extenso, hein, si vous voulez voir tout le document. Il y a les chiffres clés édition 2023, donc ça ne veut pas dire que tous les chiffres qui sont présentés datent de 2023, non, sinon vous les aurez mis, mais disons que tous les chiffres réactualisés apparaissent. Et il y avait un ADEME magazine, un info ADEME de novembre 2021 qui parlait de l'objectif du 31 décembre 2023 pour le tri à la source, qui est plutôt bien fait. Vous allez retrouver aussi le lien vers le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Et puis, pour ce qui est de la lutte contre le gaspillage alimentaire et des démarches éco-phyto, vous avez le site de la DRAF Grand Est qui a beaucoup, beaucoup de ressources aussi en ligne. Le dernier point sur lequel je voudrais éventuellement mettre l'accent, c'est de miser sur la sensibilisation et la formation. Et ça, c'est un travail constant en fait qui dure dans le temps. Pour pouvoir mobiliser, remobiliser et saluer l'action citoyenne et ou des agents et ou du personnel et dans toutes ces démarches. La prévention et la gestion de proximité, en fait, elle œuvre, elle peut pas œuvrer sans l'humain, en fait. Elle est pas mécanisée, donc enfin, c'est vraiment l'humain qui a la main, qui peut initier les projets et donc il est important de valoriser, ces engagements-là. Oui, bonjour à tous. Donc je suis maître composteur moi-même, la Fourche Verte. Je suis basée en région PACA. Donc enfin, je finalise mon parcours de maître composteur. Il me reste ma soutenance, mais je suis avec attention le webinaire de la région Grand Est. Je suis membre du RCC PACA pour le coup. Et je trouve que c'était très clair, en tout cas, et très complémentaire à tout ce que j'ai déjà pu entendre. Peut-être que ce qu'il nous manque, enfin, je sais pas, comme j'étais pas là au début, pour que les personnes puissent réagir aussi, c'est de savoir finalement de quelles collectivités elles sont, qu'est-ce qu'elles mettent déjà peut-être en pratique, enfin, pour faciliter leur appropriation. Et c'est peut-être cela que nous n'avons pas pour l'instant. Parce que sinon, en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que c'était extrêmement clair et complet et on comprend bien tout le rôle du réseau Compost Citoyen au niveau national et dans toutes les régions. Alors, je voulais vous remercier. Merci beaucoup, Sandra, pour ce retour. Bonjour, donc c'est Trois Champagnes Métropole. On est avec un de notre élu et deux techniciens sur le compostage. On avait une question dans le sujet de la thématique, donc c'était écrit plus aperçu concret de la mise en œuvre des actions. Et pour nous, dans cette présentation, il y a une présentation générale qui explique bien la hiérarchie pour intervenir et l'ordre, mais il nous manque vraiment la partie concrète de retour d'action et d'expérience et retour d'expérience. Ces expérimentations concrètes, elles ont été présentées lors des webinaires précédents. Donc, on a fait un certain nombre, il y a eu un certain nombre de témoignages et c'est pour ça que on a fait ce choix-là de vous mettre les liens vers les présentations, donc qui sont en ligne et avec les références aussi hein,
de personnes parce qu'il était très compliqué début octobre de réussir à mobiliser des collectivités ou des personnes pour venir témoigner entre midi et deux un mardi. Ce coup-ci, ça n'a pas fonctionné en fait. Donc, peut-être parce que c'était trop général et que du coup, le temps était contraint, hein. Donc, on a développé en longueur lors des webinaires, notamment les webinaires sur les coûts. Et on a aussi un autre webinaire sur le compostage d'une manière générale où c'était les collectivités s'engagent dans le compostage pour la mise en œuvre de la PG Prox. Donc vous aurez le lien en fait, hein. D'ici une courte semaine, vous aurez l'intégralité des, euh, des présentations en ligne. Et donc, objectif 2024, les collectivités s'engagent dans le compostage. Là, vous avez aussi des collectivités qui ont témoigné. Mais c'est vrai que mis bout à bout, l'ensemble des témoignages, en fait, il nous faudrait une après-midi. Enfin, ce serait plus un webinaire, ce serait carrément presque un séminaire, en fait. Donc, plutôt que de refaire ce qui avait déjà été fait, on a reposé le cadre et puis remis le focus sur les sources et les, euh, et les, euh, et les exemples disponibles. Vous retrouvez aussi un certain nombre d'exemples dans les fiches techniques qui sont éditées. Vous avez l'année prochaine, en fait, les webinaires sont déjà calés. En fait, donc vous avez en février, en mai, en octobre, un webinaire thématique en novembre. Voilà, donc on a déjà presque finalisé l'intégralité de notre calendrier. Les thématiques ne sont pas encore tout à fait définies, notamment pour les webinaires élus et décideurs. Donc, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne ou qu'on réapprofondisse, n'hésitez pas soit à nous les transmettre là par oral, soit dans le chat. On est assez preneurs. C'est vrai que là, on en a fait, il me semble, 9 webinaires élus et décideurs. Et on tourne un peu en rond au niveau des thématiques. Du coup, on ne sait pas ce qui peut intéresser, ce qui peut être porteur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits à ce niveau-là, pour qu'on puisse vraiment répondre à une demande et pas faire un webinaire pour faire un webinaire, ce qui n'a pas lieu d'être en fait. Pour TCM, enfin en tout cas pour nous techniciens de TCM, on aimerait bien qu'il y ait, parce que j'ai pas tout suivi les webinaires que vous avez fait, mais qu'il y en ait un spécialement sur le compostage en bout de champ, parce qu'on parle beaucoup de la PG Prox, on parle beaucoup de méthanisation, mais je pense qu'il y a encore peu de collectivités ou de décideurs ou d'élus qui connaissent le compostage en bout de champ, donc ça serait bien de faire un sujet sur là et qui montre justement la complémentarité des deux. Oui, alors celle-là, on l'avait notée suite notamment au séminaire l'année dernière. Journées régionales qui ont lieu en marge de l'Assemblée générale, donc elles sont ici, hein. Bon, elles auront lieu à Strasbourg, je sais que ça fait loin de Troyes, mais on a un opérateur qui est assez impliqué sur le territoire, donc c'était un peu plus facile. Et puis, c'était le tour de la collectivité européenne d'Alsace d'accueillir l'Assemblée générale, vu qu'on essaye de répartir sur le territoire. Cette question sera abordée à ce moment-là, en fait, aux rencontres régionales, notamment. Mais ouais, j'ai bien noté la complémentarité de nos actions en proximité et compostage en bouche. En fait, on sort de notre champ de compétences quand on aborde cette question-là, strictement pour le réseau, hein. Mais c'est une question qu'on va aborder en séminaire national à la fin de l'année. Donc, j'aurai plus de billes et d'arguments et de connaissances pour pouvoir après vous les retransmettre. Je vous propose de nous arrêter là. Si jamais vous avez des remarques ou autres qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous envoyer, nous en faire part par message ou nous appeler directement. Nos coordonnées sont un peu partout.